dire globalement concernant l'économie du pays, c'est que Boubou est venu trouver, je dirais pas qu'il est venu trouver l'économie du pays dans un état lamentable, puisqu'il était ministre de l'économie et des finances avant d'être Premier ministre. Ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, il essaye de mettre en place des choses pour que l'argent circule, parce que principalement aujourd'hui les entreprises, les entrepreneurs, les opérateurs se plaignent du fait que l'argent ne circule pas dans le pays. Bon, ça peut se comprendre dans la mesure où vraisemblablement la dette intérieure du pays de toute l'année 2018, alors que nous sommes déjà en août 2019, n'a pas été payée. Non, si les entreprises ne sont pas payées, difficile que l'argent circule dans le pays, étant donné que les salariés n'empochent pas l'argent qui est censé servir. Et ce sont principalement les salariés qui participent à la vie de l'économie. Donc Boubou aurait dit que, Monsieur Cissé, le Premier ministre, aurait dit qu'il va payer la dette intérieure de l'année 2018 qui doit s'élever à un peu plus de 100 milliards. Donc reste à voir si ça va changer quelque chose. Parce que pour l'instant, depuis 3 mois, il n'y a pas eu d'évolution dans ce sens-là. Donc voilà, est-ce que cet acte va changer quelque chose? Le temps nous le dira, mais pour l'instant, depuis 3 mois, il n'y a pas eu d'évolution de ce côté-là. L'économie est toujours en mode stand-by. Et pour que l'économie reparte, il faudrait au bout d'un moment aussi combattre la mauvaise gestion. Parce que l'argent dans les caisses s'évapore. Bon, c'est les termes que les juges ont utilisés dans le communiqué qu'ils avaient fait à l'époque pendant la grève des juges. 3,5 milliards qui s'évaporent. Ça, c'est un détail comparé aux centaines de milliards dont on parle concernant l'évaporation de l'argent public dans les caisses de l'État. Puisque récemment, on nous a parlé de 700 milliards sur pratiquement 10 ans ou un peu moins de 10 ans, qui se sont évaporés des caisses d'un État qui a comme budget 2000 milliards. 700 milliards, c'est énorme dans un pays qui manque de tout. Donc l'économie va mal. Est-ce que celui qui aujourd'hui est à la base de l'économie du pays depuis des années va pouvoir relever le défi? Pour l'instant, en tout cas, la question est en suspens, puisque depuis 3 mois quand même, on n'a pas vu de départ, on n'a pas vu de relèvement de l'économie. On attend de voir. Ce qui me frappe c'est surtout la nomination de Boubou Cissé a eu lieu à un moment où c'était très critique. Puisque là, on parlait de massacre de masse, même si les gens ne veulent pas parler de conflits interethniques, comme si le fait de refuser de parler de conflit interethnique faisait que ça ne serait pas un conflit interethnique. Même si en vérité c'était des bergers et des agriculteurs qui se battent, finalement les agriculteurs ce sont des Dogons et les bergers ce sont des Peuls. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est un conflit interethnique. Le Premier ministre est venu trouver cette situation catastrophique. Des assassinats, des enlèvements, des villages complètement rasés. Et ça a été une des raisons aussi pour lesquelles les religieux se sont levés pour faire partir Boubei Maïga, qui était le prédécesseur de Boubou Cissé. La situation sécuritaire aujourd'hui, d'après les témoignages, le gouvernement a l'air d'occuper le terrain. Voilà. On a vu que le président a nommé un représentant dans le centre, en la personne de Dioncounda Traoré. Pour l'instant, on n'a rien vu de concret concernant Dioncounda Traoré. On n'a rien vu de concret concernant Dioncounda Traoré. On ne sait même pas où est-ce qu'il est actuellement. Est-ce qu'il est à Bamako? Est-ce qu'il est au centre? Ça, aujourd'hui, la question reste posée. Personne ne sait vraiment quel rôle il va jouer. Personne ne le sait, dans la mesure où ça fait 2 fois en 3 mois que le Premier ministre va dans le centre pour quelques jours. Je crois qu'il est parti il y a 2 jours, pour 5 jours, pour son 2e voyage au centre. Ça peut être un signe. Certains disent qu'il y a eu de l'accalmie depuis quelques semaines. D'autres justifient cette accalmie par le fait que c'est l'hivernage. Quand il y a l'hivernage, il y a des inondations, les routes sont impraticables, donc du coup les mouvements se font moins. Donc beaucoup disent qu'il faut attendre la fin des hivernages pour savoir si l'apaisement est réel ou si c'était un apaisement de circonstances. Donc aujourd'hui, très clairement, on peut dire que ça a l'air de se calmer, même si il revient que ces derniers jours, il y aurait eu des meurtres par dizaines. Mais le problème, c'est que c'est difficile de juger de la sécurité dans un pays où on ne communique pas sur les morts. Là,
On ne communique pas sur la mort des militaires. On nous dit qu'il y a eu une attaque, un contingent est tombé dans une embuscade. On ne dit jamais combien de militaires sont morts. Encore moins le nom, les prénoms des militaires. C'est pareil pour les civils. Il y a toujours grande discussion sur le nombre de civils qui ont été tués. On a eu le cas du dernier massacre où on nous a annoncé 95 morts. Chiffre donné par les officiels à RFI, 95 morts. Et le gouverneur s'en va et il dit que non, que lui, il a vu que 35 morts. Il a vu que 35 morts. Donc, il décide de revoir les chiffres, il ramène à 35 morts. Sauf que les élus locaux sortent avec une liste de 110 morts. Bon, donc finalement, difficile de juger de l'impact sur le terrain tant que la communication ne donne pas la réalité des choses. Voilà. Parce que quand la communication reste entre les mains des autorités, ils disent ce qui les arrange. Quand les communications sont données par les réseaux WhatsApp, les vocaux, on a des informations par des gens dont on ignore tout. Voilà. Les Dogons vont dire que c'est eux qui ont eu le plus de morts. Les Peuls vont dire que c'est eux qui ont eu le plus de morts. Donc les débats tournent autour des chiffres. Personne ne sait réellement ce qui se passe. Donc pour parler d'impact aujourd'hui, il faudrait que les autorités disent clairement ce qui se passe, le nombre de morts, les pertes qu'on a. Voilà, très clairement. Mais pour l'instant, c'est difficile de dire qu'il y a une bonne évolution. Ce qui est sûr, c'est que les retours qu'on a des gens qui vivent là-bas, ils disent que il y a une amélioration parce que les autorités occupent le terrain et les va-et-vient du Premier ministre ont l'air de montrer ça. Voilà. On nous a parlé du fait que le ministre de la Défense aurait élu en fait il se serait installé dans le centre. J'en sais pas plus. À vrai dire, j'ai pas cherché à en savoir plus. Donc reste à savoir si effectivement, comme disent les gens, c'est l'hivernage qui a calmé les gens. Aussi, c'est réellement une accalmie qui va durer suite à des actes qui ont été posés par les autorités. Donc pour l'instant, on est dans ce sens-là. Mais globalement, sans parler du centre, l'état de la sécurité au Mali, que ce soit à Bamako ou dans les autres régions, très clairement aujourd'hui, pour aller dans le nord, ils sont obligés d'accompagner les cars de militaires. Ça veut tout dire. Voilà, il y a des zones qui sont hors de contrôle de l'État malien. Et même dans Bamako, il y a des assassinats, il y a des armes à feu qui circulent par centaines, tout le monde le sait. Mais nous sommes toujours dans des discours et des vidéos de propagande pour essayer de faire croire que tout est fait pour arranger les choses. Ils mettent plus d'énergie, plus d'argent, plus de temps à communiquer pour dire qu'ils font bien les choses que à faire bien les choses. Voilà. C'était mon avis sur la question de la sécurité. Il y a une question santé, c'est une catastrophe. Réellement. La nomination du ministre Sidibé a donné beaucoup d'espoir. Ça fait 3 mois qu'il est là. Il y a eu beaucoup de discours. Personnellement, je ne vois pas d'évolution. Je ne vois pas d'évolution. Il y a beaucoup de communiqués. On n'a jamais eu autant de communiqués. Au début du mandat d'Ibeka, il communiquait mal. Il communiquait pas assez. Aujourd'hui, il communique beaucoup, mais il communique toujours mal. Et quand il communique bien, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit, mais sauf que les actes, on ne les voit pas. On a eu le cas encore il y a 2 jours où on parle de triplé qui aurait perdu un bras parce que l'infirmière ou le soignant ou la soignante qui a mis la perfusion a mal branché. Et on voit les photos des bras des enfants totalement pourris et vraiment on parle d'amputation. Donc le ministre a fait un communiqué pour dire qu'il a demandé une enquête pour situer les responsabilités. Le gros problème, c'est que nous avons un pays, le Mali, qui est un très beau pays, qui est dirigé par des gens qui ouvrent des enquêtes à tire-larigot. Donc dès que quelque chose se passe, qui fait scandale, ils ouvrent une enquête. Donc maintenant, la question que nous on se pose, c'est comment ça se fait que toutes les enquêtes qui sont ouvertes depuis 6 ans, il n'y en a aucune qui est arrivée à terme. Il n'y a aucune enquête où on peut dire l'enquête est arrivée à terme, on a arrêté telle personne pour telle responsabilité, on l'a jugé, on l'a condamné pour telle responsabilité. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune enquête qui arrive à terme? Donc ils font des communiqués, ils disent qu'ils ouvrent une enquête, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Donc maintenant, on reste assis. 3 ans après, personne n'a de nouvelles, mais personne ne se demande. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que j'avais posé la question au ministre, au vice-président du Mali, entre guillemets, Karim Keïta, député,
président de la commission de défense, à qui j'ai demandé, Monsieur Keïta, d'ailleurs il a pas répondu, mais j'ai demandé à Monsieur Keïta comment ça se fait que depuis 6 ans, nous avons plein d'enquêtes ouvertes, aucune n'a abouti plutôt du côté militaire. Donc il me dit que effectivement lui-même il est frustré parce qu'il a posé la question au ministre. Lui-même il n'a pas de réponse, il est frustré. Ensuite il se reprend et il me dit de toute façon même si j'avais une réponse concernant les FAMA, je ne vais pas répondre à la question concernant les FAMA sur le sol français. Parce que c'était pendant le colloque à l'Assemblée nationale française. Je ne vais pas répondre aux questions concernant les FAMA sur le sol français, encore moins à l'Assemblée nationale française. Et puis il me rétorque que si je veux des réponses, il faut que je vienne à Bamako à son bureau pour discuter avec lui. Bon, j'ai pas eu le droit de réponse. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que moi je travaille et que j'ai pas que ça à faire de prendre un billet d'avion pour aller m'asseoir dans le bureau de quelqu'un qui me dit que déjà que lui-même il n'a pas de réponse. S'il n'a pas de réponse, c'est à quoi que j'ai à Bamako pour chercher une réponse. Donc, la santé, pour revenir à la santé, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un pays de 1 240 000 km², avec une population de 18 millions d'habitants, des caisses de l'État qui sont vidées constamment pour acheter des villas, construire des villas, acheter des 4x4, payer des go, c'est des copines, aller au pèlerinage, acheter des belles voitures aux enfants, à la femme, aux copines, et malgré ça, les gens arrivent quand même à mourir d'AVC et de maladies qui pourraient être traitées. Aujourd'hui, si vous voulez être soigné de maladies concrètes, il faut prendre l'avion pour aller en Tunisie, il faut prendre l'avion pour aller au Maroc, il faut prendre l'avion pour aller en France. Combien de Maliens ont les moyens de faire ça? Très peu de Maliens ont les moyens de faire ça. Mais l'élite malienne vide les caisses pour leur propre confort personnel. Donc, leurs femmes vont accoucher à l'extérieur, eux-mêmes et leurs enfants sont soignés à l'extérieur. Tant que ça se fait, ils ne vont jamais utiliser l'argent du pays pour mettre en place au moins un seul hôpital digne de ce nom dans le pays. Parce que l'hôpital principal du pays, qui est Gabriel Touré, d'ailleurs j'en profite pour saluer Jimmy Kanté, qui est sur ce dossier-là depuis longtemps, qui d'ailleurs fait partie des victimes de cette situation chaotique de la médecine malienne. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la situation de la santé malienne est catastrophique. Et il n'y a aucune excuse autre que le manque de volonté politique, le manque de compétences dans les services de santé maliens. Aujourd'hui, le critère principal pour être recruté, ce n'est pas la compétence. C'est qui est-ce que tu connais, qui tu es pour être placé. Tant qu'on est dans ces considérations-là, la santé malienne ne va pas s'améliorer. Il faut déjà commencer par interdire les évacuations sanitaires sur le dos de l'État malien, avec l'argent du peuple, pour envoyer soigner une élite qui ne fait que s'enrichir sur le dos de la population. Le ministre est là depuis 3 mois. Il est temps que des actions concrètes soient mises en place. Il est temps que des actions concrètes soient mises en place. Il y a eu beaucoup de communication, il y a eu beaucoup de va-et-vient, des visites, de contrôles. Au bout d'un moment, il faut que les choses se fassent. Il y a le plus grand hôpital du Mali, l'hôpital Gabriel Touré, est dans un état catastrophique. Il manque de gants, il manque de l'essentiel. Dire que dans le principal hôpital du pays, on manque de l'essentiel, mais c'est quand même honteux. C'est quand même honteux. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que on se dise la vérité. Les médecins qui font du business sur la santé, ils ne le font pas sans que les ministres soient au courant, sans que l'État soit au courant. Tout le monde le sait. Les évacuations sanitaires, c'est aussi un business sur le dos de l'État. Il faut qu'au bout d'un moment, certains pays l'ont fait. Ils ont investi pour construire un vrai hôpital et finalement, ils ont interdit l'évacuation sanitaire pour ceux qui peuvent être soignés sur place. Voilà. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on fasse les choses sincèrement. Et faire les choses sincèrement, c'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique ce qui est réel dans les autres pays, dans le monde entier. Parce que les ministres, les directeurs qui viennent se soigner avec l'argent du pays ici, ils devraient être un peu jaloux, les hôpitaux dans lesquels ils viennent se soigner. Prendre l'avion, faire 7 heures de vol pour venir se soigner dans un pays étranger. Je pense que pour quelqu'un qui a passé 30 ans, 40 ans en tant que cadre d'un pays, ça doit être un peu humiliant. Pour quelqu'un qui a un peu d'honneur, je pense que ça doit être un peu humiliant. Aujourd'hui, l'état de la santé malienne est chaotique et
l'espoir que le ministre la nomination du ministre a donné, j'espère que cet espoir-là ne sera pas perdu. Mais ça fait 3 mois et 3 mois, ça fait très long. Ça laisse le temps de mener des actions qui apportent des résultats concrets. Vraiment, L'éducation malienne, je pense que c'est la même chose que la santé. La santé, hein. On va juste se répéter dans la mesure où les enfants des cadres vont étudier à l'extérieur avec l'argent du pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Des cadres qui touchent 200 000, 300 000 francs par mois, même 400 000 francs par mois, 500 000 francs par mois, ne peuvent pas envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Il faut qu'on se dise la vérité. Tous ceux qui envoient leurs enfants étudier, les cadres, je précise bien, parce qu'il y a des Maliens qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Les cadres dont les revenus sont connus et qui envoient leurs enfants à l'étranger alors qu'ils n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger doivent être jugés. Dans un pays normal, ce sont des cadres qui doivent justifier de la provenance de leurs revenus, de la provenance de leur richesse qui leur a permis d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Ils vident les caisses de la santé pour se soigner à l'extérieur. Ils vident les caisses de l'éducation pour envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur. Pendant ce temps-là, la majorité des enfants du pays sont dans un système scolaire chaotique. Là où aujourd'hui, la priorité, ce n'est plus d'avoir des connaissances. La priorité, c'est d'avoir un diplôme. Donc on paye pour obtenir un diplôme. C'est devenu la règle au Mali. Plus personne ne court après la connaissance. Chacun cherche à avoir un diplôme. Tout le monde est docteur, professeur, tout le monde est cadre. Mais quand on discute avec les gens, on voit très rapidement les lacunes de l'école malienne. Je pense que là-dessus, ça va dans le même sens que la santé, donc je ne veux pas me répéter très longtemps. Il faut taper du poing concernant la corruption. C'est avant tout le principal problème de tous la principale source de nos problèmes, c'est la corruption, que ce soit pour la santé ou l'école. Il y a eu aussi la nomination de Malik Coulibaly qui est venu avec de l'espoir. Beaucoup de gens ont dit du bien de lui, beaucoup de gens continuent à dire du bien de lui. Beaucoup disent que 3 mois c'est pas assez pour réformer la justice. En vérité, je pense que 3 mois c'est pas assez pour réformer la justice, mais il y a des choses qui nécessitent pas de réforme, juste une volonté politique. Notamment les rapports du bureau des vérificateurs généraux. Ça nécessite pas de réforme. Il suffit juste de remettre les rapports à la justice et de laisser les procureurs et les juges faire leur travail. Donc la justice aujourd'hui donne l'impression d'être verrouillée, clairement. Comme a dit Ibeka, heureusement qu'il y a sa fibre musulmane, sinon il y a beaucoup de gens qui allaient fuir le pays. Autrement dit, il a les pieds sur le dossier. Il a les pieds sur les dossiers, ce qui est totalement normal, ce qui donne clairement l'impression que la justice est politisée, la justice n'est pas indépendante, la justice n'est pas autonome. La justice malienne aujourd'hui ne combat pas la corruption. C'est très clair. On a eu très clairement des accusations portées par le chef, le patron du patronat, Mamadou Sinsi Coulibaly, qui a clairement montré du doigt le patron de la cour suprême, voilà, Monsieur Tapili. Et il n'y a eu aucune suite. Le ministère n'a pas demandé une enquête. Il n'y a eu aucune suite. L'affaire s'est laissée est morte comme ça. De sa belle mort, ça n'a choqué personne. Personne n'a interpellé le responsable. Personne n'a demandé d'enquête. Ça donne l'impression qu'on s'est mis d'accord sur le fait que l'impunité doit régner dans le pays. La justice, clairement, aujourd'hui au Mali, la justice juge des petits dossiers, mais pour ce qui est des gros dossiers, des gros responsables, de la corruption, très clairement, la justice malienne fait semblant. Voilà. Je dirais même pas qu'elle fait semblant. La justice malienne est morte vis-à-vis de ça. Donc ne me parlez pas de réforme, que Malik Coulibaly doit prendre le temps de faire des réformes. Mais il n'y a pas besoin de réforme pour juger les corrompus. Voilà, il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui vivent largement au-dessus de leurs moyens. Il faut leur demander de justifier la provenance de leurs revenus. Point. Il n'y a pas besoin de réforme pour ça. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, la justice malienne est à l'arrêt comme la plupart de tout ce qui touche le Mali aujourd'hui. Malheureusement.